Allez, 17h03, on va commencer. Sinon, je vais encore finir à pas d'heure et puis je vais me faire engueuler. Donc, alors, aujourd'hui, au programme, on va donc évoquer ce qui a été annoncé lors de la conférence de presse du ministère du 18 février 2021. Depuis les projets de texte, donc la deuxième version. Pour rappel, la première version avait été diffusée au mois de décembre. Donc, la deuxième version a été diffusée notamment au CSC2E et autres il y a quelques semaines. Donc dans le cadre de la consultation, comme ça avait été fait jusqu'à présent. Et donc aujourd'hui, nous allons décrypter un petit peu les différentes annonces qui ont été faites lors de cette conférence de presse. Alors la première chose qui est très importante, pour ceux qui n'étaient pas arrivés, je vous rappelle que vous pouvez me poser des questions via le chat et que je répondrai à la fin de la journée du webinaire. Pardon. Donc première annonce très importante, c'est le décalage de la mise en application. Bon, vous devez l'avoir lu un petit peu partout, mais donc cette RE entrera en vigueur pour les bâtiments classiques, on va dire, à partir des PC déposés au 1er janvier 2022, alors qu'initialement, je vous le rappelle, il était envisagé qu'elle soit applicable au PC à partir de juillet. Donc ça, c'est une très bonne chose. Ça nous laisse 6 mois de plus pour travailler avec vous sur ce que sera le descriptif de cette future réglementation. Alors, il y a une petite subtilité, c'est que vous êtes moins concernés aujourd'hui puisque, en principe, il y a essentiellement des promoteurs aujourd'hui. Donc, pour les bâtiments les constructions et les extensions de moins de 50 mètres carrés, il y a un petit décalage d'application et ça fera plutôt le 1er janvier 2023. Mais bon, clairement, aujourd'hui, ça ne vous concerne pas vraiment, cette partie-là. Une chose qui est importante, dans le planning annoncé, on parle d'une publication des textes donc officiels avant la fin du premier semestre 2021. Donc une publication a priori mai-juin, sachant que donc d'ici là on ne pourra pas vous dire avec certitude ce qu'il faudra faire, voilà, puisque jusque-là des changements peuvent intervenir, notamment suite aux concertations du CSC2E. Quelque chose qui est important, c'est qui a un impact pour vous et pour nous, c'est la mise à disposition des logiciels auprès des BE. Et là, je ne parle pas que d'ABM Énergie Conseil, je parle également de tous mes confrères. J'ai eu notre éditeur de logiciels avec qui nous travaillons depuis de nombreuses années maintenant, c'est-à-dire Perenou, qui m'a annoncé qu'ils avaient été convoqués par le ministère pour une réunion avec les éditeurs de logiciels, me semble-t-il, fin avril, début mai, sachant qu'ils n'avaient pas eu de nouvelles du ministère depuis septembre 2020. Donc voilà, donc ils ont une réunion d'ici un mois, on va dire, pour évoquer le calendrier de mise à disposition du moteur de calcul. Alors, est-ce qu'il va être envoyé aux éditeurs logiciels dans la foulée? Je ne sais pas. Toujours est-il que notre partenaire de logiciel métier m'a clairement dit que dans le meilleur des cas, on aurait le logiciel de calcul fin mai, voire début juin. Donc, et c'est l'éditeur de logiciel qui est le plus diffusé chez les bureaux d'études thermiques, hein, je préfère vous le dire. Donc, ça veut dire que concrètement, on ne pourra pas faire de calcul facilement, entre guillemets, en tout cas beaucoup plus facilement qu'avec le logiciel d'aujourd'hui, avant le mois de juin. Ce qui veut dire que, comme il serait souhaitable que l'on puisse caler les descriptifs dernier carat au mois de septembre pour des dépôts de PC à partir du 1er janvier 2022. On va passer un mois de juin, juillet et août, sans doute très intéressant. Voilà. Donc c'est pas grave, hein, on va faire avec. On va trouver des solutions. Mais voilà, encore une fois, chaque fois je vous le répète, mais il va falloir être patient
sur les simulations propres à vos projets. Voilà, d'autant que les textes ne seront pas publiés officiellement, donc ça veut dire que ça peut encore bouger. Et on va voir que les évolutions entre ce qui avait été annoncé au mois de décembre et ce qui est dans les derniers textes diffusés, ben, ça a un impact qui est non négligeable. Alors, donc voilà pour le calendrier. Dans ces évolutions, donc entre décembre et le mois de février et aujourd'hui, on va dire, il y a une chose qui est très importante à mon sens, c'est la mise en place d'une clause de revoyure et d'un observatoire de la RE 2020. Alors, pourquoi c'est important? Parce que ça démontre l'ouverture, on va dire, du ministère, de la DHP, par rapport au retour de terrain. Concrètement, l'observatoire va collecter les résultats des études qui seront effectuées sur les projets et tout ce qui sera mis dans cet observatoire permettra avant chaque échéance, puisque je vous le rappelle, tous les 3 ans, on va avoir une augmentation de l'exigence de la réglementation. Donc avant chaque seuil, saut de seuil, on va dire, eh bien, les pouvoirs publics vont consulter les professionnels, je pense notamment par le biais du CSC2E, regarder un petit peu ce qu'il y a dans l'observatoire et voir si l'augmentation de performance qui était envisagée aujourd'hui correspond à ce qui peut être absorbé par le marché, si c'est pas trop ambitieux, si ça ne l'est pas assez, hein, ça marche dans les deux sens. Et éventuellement, ils adapteront les exigences en fonction de cet observatoire et puis des retours qu'ils auront sur le terrain. Donc ça, c'est plutôt quelque chose qui est très favorable. Hein, ça veut dire qu'ils vont écouter un petit peu ce qui se fait et adapter les exigences en fonction des retours. Ce qui n'était pas tout à fait le cas aujourd'hui, soyons clairs. Pour ce qui concerne la mise en place d'un label, il est prévu dans les projets de texte qu'il soit mis en place avant au plus tard le 30 juin 2022. Alors ça, c'est très important pour vous, puisque souvent, les AC ou si vous souhaitez obtenir des bonifications de constructibilité, on vous demande de respecter des labels qui vont au-delà de la réglementation. Donc ces labels, le label qui correspondra à la RE 2020, devrait être connu et publié au plus tard le 30 juin 2022. Bien entendu, dès que nous aurons des informations sur ce futur label, je crois qu'il y a déjà des commissions qui sont en train de travailler dessus, on vous tiendra au courant et on essaiera de regarder, d'ici là on aura les logiciels de calcul, on essaiera de regarder ce qu'il faut faire pour respecter ces futurs labels qui, je vous le rappelle, devraient concerner forcément une augmentation de la performance par rapport à ce que demande la réglementation, mais il n'est pas impossible que dans ces labels, vous ayez aussi d'autres volets que l'énergie et le carbone qui soient concernés. Je ne reviens pas sur ce que j'ai dit dans les précédents webinaires. D'ailleurs, à ce sujet, je vous rappelle que vous avez accès au replay et aux présentations des webinaires précédents sur notre site internet, alors qui a subi quelques dommages avec l'incendie du bâtiment d'OVH chez qui sont hébergées une partie de nos données, mais on a remis juste en place le lien pour que vous puissiez récupérer tous les anciens webinaires. Voilà, donc là ça fonctionne. Le site ABM Énergie Conseil sera remis en ligne prochainement avec une nouvelle mouture d'ailleurs, je peux vous le dire aujourd'hui. Mais voilà, donc vous avez accès toujours aux anciens webinaires si vous avez besoin de faire quelques petits rappels pour vous ou pour des collègues. Voilà, c'est toujours disponible. Donc voilà pour les labels. Ensuite, deuxième chose qui est très importante, c'est l'assouplissement des exigences par rapport au B-Biomax pour les maisons individuelles et les bâtiments dont la surface moyenne des logements est considérée comme petite. Ça, clairement, le débat depuis que les premiers textes ont été dévoilés, au mois de décembre, c'était cette fameuse histoire de B-Biomax qui correspondait
pour simplifier la chose, a un gain de 30% par rapport à ce que l'on connaissait aujourd'hui. Et donc, ce qui correspondait à la plus grosse exigence, on va dire, de cette RE, en termes de contraintes. Donc, il y a eu cet assouplissement-là, et qui est plutôt aussi une très bonne nouvelle. Donc, pareil, là, les pouvoirs publics ont écouté les retours terrain, et notamment par rapport au surcoût qu'aurait occasionné la RE si rien n'avait changé. Donc, voilà. Pour les bâtiments de petite, enfin, les surfaces moyennes de logements considérées comme petites, on verra plus tard que ce sera plus facile dans cette dernière version des textes. Donc une bonne chose. Pareil pour les consommations. Alors là, ça concerne particulièrement les maisons individuelles en zone H2D et en H3 et tout le logement collectif de façon générale. Donc là, c'est pareil. Cette dernière version des textes est plus favorable dans le sens où les prestations seront demandées pour les consommations seront moins importantes. On a des exigences qui sont liées aux zones climatiques, notamment les zones chaudes. On revient toujours aux zones H2D et H3, où on a droit à des consommations supérieures, hein, je viens de l'évoquer, mais aussi un impact environnemental qui sera majoré. Alors ça, c'est pour prendre en compte la mise en place de systèmes, par exemple des BSO, des brasseurs d'air, puisqu'on en parle beaucoup, des brasseurs d'air, sur ces zones-là. Pour respecter le confort d'été, vous aurez droit sur ces zones H2D et H3, donc la côte méditerranéenne, on va dire, à un petit bonus d'émission de CO2 supplémentaire qui permettra de respecter plus facilement le seuil. Ensuite, concernant le gaz, et notamment le gaz utilisé en maison individuelle, c'est valable aussi pour la maison individuelle en bande, bien entendu, sous certaines conditions, contrairement à ce qui avait été annoncé au mois de décembre, on pourra continuer à faire du gaz. Alors je sais que le gaz est beaucoup utilisé aussi dans les maisons en bande. Alors il y a des conditions, notamment de raccordement de la parcelle, et on vous expliquera plus en détail ces conditions-là. Sachez qu'il y a aussi une condition sur la date de dépôt du permis de construire, qui devra intervenir avant le 31 décembre 2023. Donc ça laisse une période de 2 ans en termes de dépôt de permis, et pour continuer à faire du gaz en maison individuelle, alors qu'avec les textes du mois de décembre, c'était vraiment très compliqué. Donc voilà, ça aussi on vous l'expliquera plus en détail avec vos correspondants habituels. Je ne vais pas rentrer dans l'histoire des dates de raccordement, enfin bon, peu importe, c'est un petit peu compliqué. Donc ce sera plus simple de vous l'expliquer de vive voix et avec une interaction, plutôt que devant un écran. Un petit changement au niveau de l'impact environnemental du bâtiment. Maintenant, on parle de la construction. Le seuil concerne dorénavant les composants et le chantier, alors qu'avant, on ne parlait que des composants. Alors, ça ne va pas nous changer la vie, je vous rassure. D'autant que les seuils ont été augmentés pour prendre en compte le fait que le chantier intervenait aussi dans le seuil. Donc voilà, ça c'est pour l'anecdote. Encore une fois, le carbone, c'est un sujet important de la RE, mais ce n'est pas le sujet le plus contraignant pour l'instant, je précise bien pour l'instant. Sur cette première période de 2022 à 2025, c'est pas ce qui devrait trop nous embêter. On ne pourra pas faire n'importe quoi non plus, mais voilà. De façon générale, on devrait être assez tranquille de ce côté-là. D'ailleurs, pour éviter d'être trop embêté avec le carbone, autre bonne nouvelle, l'impact des VRD et des fondations sera limité, hein, c'est-à-dire qu'au-delà de, même si vous avez, pour vous donner un exemple concret, même si vous avez des fondations profondes, le bâtiment ne sera pas pénalisé au-delà d'une certaine valeur du lot fondation, et c'est le même principe pour l'impact VRD. Donc là aussi, c'est une façon d'assouplir la règle
et qui correspond à une réalité, hein, clairement. Hein. Ce serait assez, comment dire, ce serait pas normal de pénaliser un bâtiment qui aurait des fondations spéciales liées à la nature de son sous-sol, et donc de pénaliser l'opération, alors que souvent on essaie de trouver des terrains disponibles, et ça va être de plus en plus difficile, et donc il faut adapter l'opération au terrain, alors que le bâtiment lui-même ne change pas spécialement. Donc voilà, ces limitations d'impact des lots 1 et 2, donc VRD Fondation, sont là pour limiter l'adaptation du bâtiment. Ensuite, une nouvelle modulation a été introduite aussi au niveau des fiches environnementales qui sont utilisées dans les calculs, puisque en fonction du nombre de DED, alors pour rappel, DED c'est données environnementales par défaut, donc en fonction du nombre de DED, de leur poids dans le résultat de l'ACV, on aura une modulation qui sera favorable jusqu'à 2028 et défavorable à partir de 2028. Alors tout ça, c'est en fait mis en place pour prendre en compte le fait que aujourd'hui dans la base INES, donc pour rappel aussi, qui est la base qui nous permet de récupérer les informations environnementales vérifiées en fonction des différents produits. Cette base-là, elle est de plus en plus fournie depuis, par les industriels, hein, clairement, il y a de plus en plus de fiches, mais il en manque encore un certain nombre. Donc, le ministère met à disposition des fiches par défaut, qui sont forcément défavorables. Donc voilà, ils prennent en compte le fait que les fiches par défaut sont défavorables en modulant un petit peu l'exigence. Par contre, à partir de 2028, le pouvoir public considère que les industriels auront fait le boulot et auront fait des fiches environnementales de leurs produits, qu'on aura beaucoup plus de choix, donc on pourra plus affiner les ACV. Et donc à partir de 2028, pour éviter que les bureaux d'études thermiques et environnementaux se prennent pas trop la tête et partent sur des fiches par défaut et se posent pas trop de questions pour optimiser les résultats, mais là les résultats seront pénalisés, donc si on utilise trop de valeurs par défaut. Hein, donc c'est une façon aussi de forcer les BE à optimiser les projets en termes d'impact environnemental pour coller au plus à la réalité. Alors là, je vous ai mis un exemple de la modulation en fonction pour les petites surfaces. C'est un exemple sur une maison individuelle, mais dans le principe, on a exactement le même phénomène sur la surface moyenne des logements. On s'aperçoit en fait que cette modulation, elle intervient vraiment pour les logements, là, en tout cas sur les maisons individuelles, qui ont une surface inférieure à 100 mètres carrés. Concrètement, c'est bien souvent le cas des maisons accolées, des maisons en bande. Ou si je regarde la différence entre le mois de décembre et le mois de février, donc le mois de décembre correspond au Babyomax en fonction de la surface, c'est la courbe bleue, et la courbe jaune correspond aux dernières annonces. Si je prends un logement, mettons, de 80 mètres carrés, qui me semble être une bonne moyenne pour une maison en bande, on avait droit à un Babyomax au mois de décembre de 66,5 points de Babyo, alors qu'avec la dernière mouture, on a droit à 72. Donc on a gagné 6 points de Babyo, ce qui est, je vous le dis, très important. Hein, ça, en termes de descriptif, c'est une très bonne chose pour vous. Hein, voilà. Donc du coup, on va avoir des descriptifs qui sont moins contraignants et qui conduiront à des opérations moins chères en RE. Ensuite, on a un exemple concret. Alors, la maison individuelle, je vais vous passer rapidement, puisque vous êtes essentiellement des promoteurs, même si, en plus, elle ne correspond pas à une maison en bande, mais bon, peu importe. Dans le cas de la maison individuelle, on a, avec ces nouveaux textes, un allègement des exigences, et puis on peut optimiser les descriptifs. On va voir aussi qu'entre le mois de décembre et le mois de février, on a des versions de système de chauffage qui ne passaient pas et qui passent dorénavant, notamment le gaz plus
chauffe-eau thermodynamique. En revanche, la chaudière condensation double service avec un panneau photovoltaïque, malheureusement, et je sais qui s'en fait, ne passera pas malgré la dérogation ponctuelle que j'ai évoquée tout à l'heure pour le gaz. Donc, cette solution-là, je vous le dis très clairement, il va falloir l'oublier si vous voulez continuer à faire du gaz. Il n'y a pas dans ces slides-là la solution chaudière ou générateur hybride, suivant comment on l'appelle, mais elle permettrait effectivement de remplir le contrat par rapport à l'impact environnemental de l'énergie. Vous voyez que dans la colonne IC construction, il y a une petite maison qui est marron, donc elle n'est pas verte, elle n'est pas rouge. Et en fait, elle est marron parce que quand je fais le calcul avec le logiciel Elodie, qui est dédié à la RE, en fait, ce logement-là, la partie construction n'est pas bonne, mais c'est surtout, selon moi, lié à un problème de fiche PEP, donc de fiche environnementale des splits. Et je crois savoir que Uniclimat, donc, qui est le syndicat des fabricants de ces systèmes, va mettre à jour la fiche et elle devrait devenir verte. Voilà. Donc on serait bon sur cette partie-là. Les simulations sont faites sur la zone H2C, parce qu'on n'allait pas vous refaire la totale, je veux dire, ça ne sert à rien. L'objectif aujourd'hui, c'est de vous montrer qu'effectivement, il y a l'assouplissement des règles. Et quand on regarde plus particulièrement notre bâtiment là, de logement collectif, au mois de décembre, on avait des prestations qui étaient assez importantes, avec un doublage en 120 TH30 sur les murs extérieurs, des rupteurs pour la toiture, terrasse, une perméabilité à 0,8, des balcons solidarisés, un plancher bas avec une isolation en dessus, en dessous, un polyuréthane de 8 notamment, des volets roulants motorisés. Ça, c'est pas quelque chose que vous avez régulièrement, a priori, d'après mon collègue Philippe, que vous connaissez bien. Quand on remouline ce bâtiment avec les derniers textes, les dernières exigences, on se rend compte qu'effectivement, comme je vous l'ai annoncé, on va avoir un allègement des prestations avec un doublage qui était des murs extérieurs qui était en 12, qui revient en 10. Donc, sur le coup, vous avez gagné 2 cm sur la périphérie des murs extérieurs, donc de la surface habitable en plus. Les volets roulants qui étaient motorisés reviennent manuels, donc plus conformes à ce que vous connaissez aujourd'hui. Et en termes de plancher bas, on avait un isolant en sous-face et un isolant chambre flottante. On supprime l'isolation en sous-face. Voilà, donc vous voyez que l'impact sur le descriptif est non négligeable avec ces nouveaux textes. Je vous passe le détail des coefficients, mais tout ce qui est en bleu, en fait, c'est les coefficients maximum qui ont évolué avec les derniers seuils publiés, enfin, soumis à consultation, pardon. Donc on voit que ça a augmenté partout de façon assez significative. Sur le B-Biomax, par exemple, on avait droit à 54,57 en décembre, on monte à 60,55. Donc vous voyez qu'on retrouve un peu la même logique que pour la maison individuelle, avec un allègement des exigences. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que les pouvoirs publics ont écouté les retours terrain. Et a priori, avec ce que je vous ai expliqué tout à l'heure sur la clause de revoyure et l'observatoire RE 2020, ça va continuer. Donc, soyons optimistes. Il faudra malgré tout augmenter les prestations, mais voilà, on sait qu'on est écouté maintenant. Une petite parenthèse sur la partie contrôle de ventilation. Alors, encore une fois, posez vos questions, je répondrai à ce que je peux et je pense qu'à terme on fera quelque chose de dédié au contrôle comme c'était prévu au début d'ailleurs, mais les textes ne sont pas encore calés, donc on n'a pas toutes les précisions que l'on souhaiterait avoir là-dessus. Donc heureusement mon petit copain Raphaël Pedregal d'Energy Diag m'a donné quelques billes que je vais vous donner aujourd'hui. Mais clairement, moi, c'est pas ma spécialité. Donc, je vais faire pour le mieux et vous donner des informations générales
sur cette partie-là. Donc, comme vous le savez, la RE introduit, en plus du contrôle de l'étanchéité des logements et des bâtiments, introduit une notion de vérification des installations de ventilation. Alors, dans ce texte, on vous dit, je vais vous le lire rapidement, dans les bâtiments et parties de bâtiments à usage d'habitation, afin de s'assurer qu'ils fonctionnent correctement, tout système de ventilation du bâtiment est vérifié et ses performances sont mesurées par une personne reconnue compétente par le ministère chargé de la construction. Donc là-dedans, il y a des mots qui sont importants, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on les a mis en avant. Il y a la notion de vérification. Alors, la vérification du système de ventilation, elle se fera suivant les points de contrôle du protocole Promévent, que certains d'entre vous connaissent. Voilà, donc il y a les discussions autour de tout cela. Ce qui est sûr, c'est que les points de contrôle seront suivant ce protocole-là, et qu'il y aura des mesures de pression aux bouches. Alors, avec actuellement donc Energidiag qui s'intéresse au sujet de la pression aux bouches depuis plusieurs années maintenant, a déjà fait pas mal de mesures. Et en 2020, par exemple, sur 5160 mesures, il y en avait 60% qui étaient conformes, sachant qu'actuellement, il y a une tolérance de 10% sur les résultats de la pression mesurée. Je crois savoir qu'il y a des discussions sur cette marge d'erreur, on va dire, de la pression mesurée à la bouche. Il y a une notion qui est importante, c'est la personne reconnue compétente par le ministre chargé de la construction. Là, donc là, au même titre que la perméabilité à l'air, il faudra montrer patte blanche pour pouvoir faire ces contrôles de ventilation. On parle de contrôle à l'achèvement de tous les travaux qui pourraient avoir un impact sur le système de ventilation. Donc concrètement, ça veut dire que tout doit être posé. Donc les entrées d'air, les portes intérieures pour que le contrôleur puisse vérifier que les étalonnages de portes sont suffisants. Pour rappel, c'est 1 cm pour les chambres et 2 cm pour les cuisines fermées. Que les gaines et les moteurs, etc., soient en place. Donc ce sera un contrôle effectué juste avant la réception. Donc il faudra bien faire attention à tout cela parce qu'on va voir après que si certaines choses ne sont pas posées, ça peut être une non-conformité. Donc le protocole, c'est le protocole Promévent. Et encore une fois, les discussions sont en cours. Si on fait quelques zooms sur les points de contrôle de ce protocole Promévent, vous avez des points de contrôle qui doivent être obligatoirement conformes, comme par exemple la présence des portes intérieures, c'est notamment par rapport, comme je l'ai expliqué, au passage de transit, pour la libre circulation de l'air dans le logement, entre les entrées d'air et les bouches d'extraction. Dans les points qui doivent être obligatoirement conformes, on a notamment la présence d'une tuile à douille avec un diamètre adapté de 160 mm. Alors, en logement collectif, c'est pas trop de façon générale, ce point-là, il est respecté, mais en maison individuelle, on voit encore malheureusement des tuiles à douille 125 ou enfin, des petits bricolages. Donc là, terminé, il faudra obligatoirement respecter une bonne sortie toiture avec le bon diamètre. Il y a une vérification des conduits souples pour qu'ils soient installés correctement. Les passages de transit, on a évoqué. Les distances minimales entre chaque bouche et les parois et le sol sont respectées. Dans les avis techniques et dans le DTU, vous devez avoir une distance minimum, je crois, de 20 cm entre la bouche et le mur ou le plafond. Donc ça, c'est des choses qui seront... voilà, c'est marqué en plus, les centimètres des parois. Les commandes de passage en débit de pointe et pour les cuisines accessibles et fonctionnelles. Donc pour les bouches à piles, il faudra que les piles soient en place et que les mesures de pression soient conformes aux spécificités. Bon, ça c'est logique.
Dans les autres points, il y a certains points pour lesquels il y a des tolérances. Par exemple, l'accès au ventilateur est sécurisé avec un chemin de planche, par exemple, continu jusqu'au caisson et une zone de travail d'au moins 1 mètre carré au droit du caisson. Là, c'est pour que l'installateur ou la personne qui est chargée de l'entretien ou de la réparation du groupe de ventilation puisse travailler dans de bonnes conditions, au même titre que l'accès au ventilateur est éclairé. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas aujourd'hui. Mais bon, voilà, sachez que c'est dans le protocole Proméva. Le supportage du réseau est adapté, c'est pour éviter d'avoir des gaines quand on a un gain souple qui font des vagues. Et les jonctions visibles des conduits sont réalisées correctement. Forcément, si entre deux longueurs de gaine, on a une jonction qui n'est pas étanche, mais il va être compliqué d'avoir la bonne pression aux bouches quand on va faire les mesures. Voilà pour la partie contrôle de la ventilation. Encore une fois, je pense qu'on fera, je vais en discuter avec Raphaël et ses collègues, on fera sans doute un webinaire dédié à tout ce qui est contrôle, que ce soit les contrôles de ventilation, mais aussi la perméabilité à l'air des bâtiments et les attestations de fin de travaux telles que vous les connaissez aujourd'hui. Voilà. Un petit rappel sur notre outil de calcul de seuil qui va être mis à jour et remis en ligne suite à un problème avec OVH. Et donc mise à jour avec les derniers textes, projets de texte, pardon. Comme je vous l'ai dit, on a normalement terminé le planning qui était prévu des webinaires. Je pense qu'on rajoutera une date. Ne vous inquiétez pas, de toute façon, on enverra l'information à toutes les personnes qui ont été votées jusqu'à présent et sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn, pour vous tenir informé de cette nouvelle session. Je vois qu'en termes de planning, je suis pas mal. Je m'améliore sur la dernière. Bon, voilà. Il faut mieux tard que jamais. Maintenant, on va regarder les questions que vous m'avez posées. Merci pour vos informations et l'ensemble de vos webinaires. C'est avec plaisir. Vous écrivez limitation de l'impact CO2 pour le lot VRD. Mais ce dernier n'a pas été sorti du calcul quand le travail au niveau du bâtiment est plus partiel comme le VRD. Alors, le VRD du bâtiment, alors effectivement, dans la RE, on distingue l'aménagement de la parcelle des VRD, entre guillemets, au sens large du terme. L'aménagement de la parcelle sort de la notion de seuil, et ce qui est dans l'aménagement de la parcelle, c'est par exemple tout ce qui va être clôture. Tout ce qui est clôture. En revanche, les VRD en tant que stationnement extérieur ou tout ce qui est alimentation du bâtiment, l'électricité, l'eau, l'évacuation des eaux usées, ça reste dans le lot VRD. Hein, donc, la limitation sur ce lot-là, elle va jouer quand même, hein, parce que suivant la nature de votre opération, vous pouvez avoir le lot VRD qui a un point important. Ensuite, les changements d'exigence en collectif changent-ils les solutions d'équipement conformes ou bien ça ne change que le bâti? Alors effectivement, je ne vous ai pas remis les slides sur les équipements, mais parce qu'on a ce qui posait problème, on va dire, sur les textes de décembre, c'était plus les solutions gaz et en maison individuelle. Et en logement collectif, on est assez tranquille, en tout cas sur la première partie de cette RE 2020. Voilà pourquoi je ne vous ai pas remis les slides, mais voilà, ça passait avant, donc il n'y a pas de raison que ça ne passe pas maintenant. Alors, visiblement, la solution chaudière plus ballon thermo serait OK. Du coup, ça donne un IC carbone énergie de combien? Je ne vais pas vous donner la valeur du IC énergie sur la solution chaudière plus ballon thermo, mais effectivement, ça permet, en maison individuelle,
si vous respectez les conditions définies pour la dérogation qui est très ponctuelle, je vous le rappelle, cette solution-là permettrait effectivement de respecter l'ARE en maison individuelle, chauffée avec une chaudière et équipée d'un ballon thermodynamique pour la production de chaude sanitaire. Voilà. Encore une fois, c'est dans des conditions particulières d'alimentation de la parcelle ou du lotissement. Et pour les dépôts de PC déposés avant le 31 décembre 2023. Mais c'est possible, effectivement. On oublie le gaz plus PV, mais cette solution-là reste possible. A priori, je n'ai plus de questions. Donc ça va, ça veut dire que j'étais assez clair. Mais il me reste à vous remercier, à vous rappeler donc que vous avez accès aux anciens replays et les présentations sur le site internet. Donc n'hésitez pas à les utiliser, que ce soit à l'interne, enfin essentiellement à l'interne. Dès que nous pourrons faire notre travail correctement, c'est-à-dire quand nous aurons les logiciels qui vont bien, on va se mettre sérieusement au travail et puis on va vous accompagner comme on l'a toujours fait. Vos correspondants habituels prendront contact avec vous, vous pouvez les solliciter aujourd'hui si vous avez des questions. Mais voilà, encore une fois, je suis désolé de le redire, mais si on veut faire du bon boulot, il faut attendre que les textes soient publiés officiellement pour pas qu'on travaille pour rien, même si on commence à avoir quand même une bonne idée de ce qui va nous arriver. Et surtout qu'on ait les outils qui nous permettent de travailler correctement, de vous faire des simulations telles qu'on doit les faire. Voilà. Dans tous les cas, n'hésitez toujours pas à revenir vers nous. On vous répondra dans la mesure de ce que l'on connaît et de ce qui est disponible. Et puis, on espère tous vous revoir très prochainement. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à très bientôt. Et je vous tiendrai au courant pour le webinaire sur tout ce qui est contrôle qu'on mettra en place avec notre partenaire Energiag avec qui on travaille depuis de nombreuses années. Au revoir, portez-vous bien et puis à très bientôt. Au revoir.